Je m'appelle Natalie Hart. J'avais 34 ans lorsqu'un inconnu s'est assis en face de moi dans un petit café de River North, à Chicago, et m'a dit de ne pas demander le divorce. C'était en début d'après-midi, l'endroit sentait le café brûlé et les manteaux trempés par la pluie. Des employés de bureau parlaient doucement autour de nous. Rien dans ce moment n'avait l'air dramatique, mais ma poitrine se serrait comme si l'air avait soudain changé. L'homme s'est présenté comme Daniel Reed. Voix calme, posture prudente, ni nerveux ni en colère. Juste maîtrisé. Il a prononcé le nom de mon mari comme s'il s'agissait d'un fait, pas d'une accusation. Votre mari voit ma femme. Je n'ai pas sauté, je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose de plus froid s'installer dans mon estomac. La confirmation a un poids que le soupçon n'a pas. Daniel a posé une épaisse enveloppe sur la table entre nous. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Il m'a regardé et a dit une phrase qui résonne encore dans ma tête. Si vous agissez en premier, vous perdez. J'ai fixé l'enveloppe. Mes mains étaient instables, même si mon cœur battait la chamade. J'avais imaginé ce moment 100 fois. Je pensais que je crierais, que je confronterais ou que je m'effondrerais. Au lieu de cela, je suis restée immobile. Daniel a expliqué calmement. Les tribunaux n'entendent pas la douleur, ils entendent les preuves. Si vous agissez sous le coup de l'émotion, vous protégez les gens qui vous ont menti. Si vous attendez, vous vous protégez vous-même. Il m'a dit qu'il avait appris cela à ses dépens. Il avait déjà parlé à des avocats. Il avait déjà commencé à tout documenter. Dates, heures, lieux, schémas. J'ai écouté sans l'interrompre. Quelque part entre ces mots et le bourdonnement du café, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas une réunion pour la vengeance. C'était un avertissement. J'ai pensé à mon mari Eric, aux nuits tardives, au téléphone tourné face contre la table, à la façon dont notre maison était devenue silencieuse sans une seule dispute. Daniel a finalement poussé l'enveloppe plus près, mais ne l'a toujours pas ouverte. Vous n'avez pas à décider aujourd'hui, a-t-il dit. Promettez-moi juste une chose. Ne vous précipitez pas. J'ai hoché la tête une fois. Je ne le savais pas encore. Mais ce moment dans ce café ordinaire était celui où ma vie avait cessé de tourner en rond et avait commencé à avancer avec intention. Avant que tout ne s'effondre, je croyais que ma vie était simple et stable. J'étais mariée à Eric Whitaker depuis 7 ans. Il travaillait dans les opérations pour une entreprise de logistique, de longues heures, mais prévisible. Je travaillais à distance en tant que spécialiste en localisation. La plupart des jours, je traduisais des documents à notre table de cuisine. Avec la radio qui jouait doucement en fond, nous n'étions pas des gens dramatiques. Nous ne postions pas de grandes déclarations en ligne, ni ne nous surprenions avec des voyages. Notre mariage était bâti sur des routines, les samedis matins à l'épicerie, des plats à emporter les vendredis, un film sur le canapé où Eric s'endormait toujours avant la fin. Eric n'était pas romantique, mais il était fiable. Si quelque chose cassait, il le réparait. Si j'avais besoin d'aide, il se montrait, il élevait rarement la voix, il n'oubliait jamais de payer les factures. Ce genre de stabilité me semblait être de la sécurité. Je me disais que c'était ce à quoi ressemblait l'amour adulte. Avec le recul, j'ai réalisé à quel point j'avais facilement confondu le silence avec la loyauté. Eric ne parlait pas beaucoup de ses sentiments, mais je supposais que cela signifiait de la profondeur. Il ne partageait pas beaucoup sur son travail, mais je supposais que cela signifiait de la responsabilité. Il n'y avait pas de signe d'alerte évident à l'époque. Pas de cris, pas de distance que je pouvais nommer. Juste une maison paisible et une vie prévisible. Mes parents l'aimaient bien. Mes amis disaient que j'avais de la chance d'avoir un mariage calme. J'étais d'accord. Je croyais que l'absence de conflit signifiait la présence de confiance. Je ne savais pas encore qu'une maison peut être silencieuse. Non parce qu'elle est sûre, mais parce que quelqu'un a déjà commencé à partir émotionnellement. À l'époque, je pensais avoir bien choisi. Je pensais que la constance était la même chose que l'engagement. J'avais tort sur ce point. Les changements n'étaient pas arrivés d'un seul coup. Ils étaient venus discrètement, superposés dans nos jours, jusqu'à ce que le schéma devienne impossible à ignorer. Eric a commencé à rentrer plus tard. Au début, c'était à 21 heures, puis à 22 heures, puis plus près de minuit. Il disait qu'un nouveau contrat mettait la pression sur l'équipe. Je le croyais parce que son travail avait toujours été exigeant. Puis son téléphone a changé. Il avait l'habitude de le poser face visible sur le comptoir. Maintenant, il restait face contre la table ou dans sa poche. Quand il vibrait, il le vérifiait rapidement et tournait l'écran. Je me disais que j'imaginais des choses. Un nouveau parfum est apparu dans notre salle de bain. Pas du savon, pas du déodorant, du parfum. Eric n'avait jamais porté de parfum en 7 ans. Quand je lui ai demandé, il a haussé les épaules et dit que quelqu'un au travail lui avait donné un échantillon. Ses vêtements ont changé aussi. De nouvelles chemises, mieux ajustées.
Il a commencé à se faire couper les cheveux dans un salon au lieu du vieux barbier près de notre maison. Aucune de ces choses n'était mauvaise en soi. Les gens ont le droit de changer. Ce qui me déstabilisait, c'était le timing, les week-ends. Il a commencé à aller à la gym. Il partait en milieu de matinée et rentrait après le déjeuner, fraîchement douché et étrangement plein d'énergie. Pas fatigué, pas courbaturé, juste léger, heureux d'une façon que je n'avais pas vue à la maison depuis des mois. J'ai essayé d'être supportive. Je préparais des dîners. J'envoyais des messages pour demander s'il avait besoin de quelque chose. Ses réponses se faisaient plus courtes. Parfois, des heures passaient avant qu'il ne réponde. Quand il le faisait, les mots semblaient distants. Si vous avez déjà senti votre maison devenir plus froide sans une seule dispute, vous savez ce que je veux dire. Rien n'était assez fort pour confronter, mais tout semblait faux. La nuit, je restais éveillée à l'écouter respirer et me demandais quand exactement le changement s'était produit. Je ne cherchais pas encore de preuves, je cherchais du réconfort. Mais mon corps savait déjà quelque chose que mon cœur essayait d'ignorer. Je me disais sans cesse de ne pas être paranoïaque, d'être patiente, compréhensive. Pourtant, une petite voix en moi répétait la même phrase. Quelque chose ne va pas. Le moment où tout a changé s'est produit un soir de semaine ordinaire. J'ai rencontré une amie pour dîner près de la boucle. Nous étions assises près d'une fenêtre donnant sur la rue. Les feux de circulation se reflétaient sur la vitre. Les gens passaient avec des parapluies et des attachés-cases. J'étais au milieu d'une conversation quand mes yeux ont capté quelque chose de familier de l'autre côté de la rue. Eric. Il était assis à une petite table dans un café. Au début, j'ai ressenti du soulagement. Peut-être que j'avais tort. Peut-être que le travail l'avait vraiment retenu tard. Puis j'ai vu la femme en face de lui. Elle avait les cheveux noirs et portait un manteau couleur vin. Ils se penchaient l'un vers l'autre en parlant. Eric souriait. Pas un sourire poli, pas le sourire fatigué qu'il ramenait à la maison. Celui-ci était ouvert et détendu. Un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ma poitrine s'est serrée. Je n'entendais plus rien. C'était comme si le restaurant autour de moi était devenu silencieux. Puis il a tendu la main à travers la table et a pris la sienne. Ce n'était pas dramatique, c'était décontracté. Familiar, le genre de toucher qui ne demande pas la permission, parce qu'il a déjà été répété de nombreuses fois. Je n'ai pas bougé, je ne me suis pas levée, je ne suis pas sortie en courant. Mon corps refusait de répondre. Mon amie a remarqué mon visage et a suivi mon regard. Elle m'a attrapé le bras et a murmuré que nous devrions partir. Je l'ai laissé me tirer. Mes jambes étaient faibles, comme si elles ne m'appartenaient plus. Je suis rentrée seule à la maison. L'appartement semblait différent ce soir-là. Le canapé, la cuisine, les photos au mur. Tout semblait mis en scène comme un décor auquel je n'appartenais plus. Eric est rentré après minuit. Il a parlé décontracté, m'a demandé pourquoi j'étais encore éveillée. Sa voix était normale, trop normale. J'ai regardé son visage et j'ai réalisé quelque chose de douloureux. Une personne peut mentir calmement quand le mensonge est devenu routine. Je ne l'ai pas confronté. J'ai posé une question douce sur le travail. Il a répondu sans hésiter et est allé dans la salle de bain. Je me suis assise sur le canapé à écouter la douche couler et j'ai pris une décision. Je ne réagirai pas encore. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus la dévoir. Et j'avais besoin d'être intelligente pour ce qui allait suivre. Dès le lendemain matin, j'ai commencé à vivre une double vie à l'extérieur. J'étais la même épouse. Je faisais le café. Je demandais comment s'était passée sa journée. Je disais bonne nuit. À l'intérieur, j'observais tout. J'ai commencé petit. J'ai noté l'heure à laquelle Eric partait et rentrait. J'ai noté les week-ends. J'ai noté les excuses. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas vérifié son téléphone. J'ai seulement observé ce qui était déjà visible. Quand il disait qu'il travaillait tard, je suis passée une fois devant son bureau. Sa voiture n'y était pas. Je me suis dit de ne pas paniquer. Une absence n'est pas une preuve. Quand il disait qu'il allait à la gym, je lui ai demandé nonchalamment laquelle. Plus tard, j'ai vérifié l'adhésion en ligne. Il s'était inscrit. Il s'était enregistré une fois. C'est là que le poids m'a frappé. Savoir que quelqu'un ment sans pouvoir le prouver. C'est comme entendre une alarme incendie sans voir de feu. Vous ne pouvez pas vous détendre, mais vous ne pouvez pas agir non plus. Je n'ai pas dit à mes amis que j'avais honte. Je me sentais stupide de ne pas l'avoir vu plus tôt. J'avais aussi peur de prononcer les mots à voix haute sans preuve. J'ai rencontré un avocat en divorce discrètement. Je lui ai tout raconté. Il a écouté, puis a dit quelque chose que je ne voulais pas entendre mais dont j'avais besoin. Le soupçon n'est pas une preuve. Il a expliqué que sans preuve, l'émotion joue contre vous. Une confrontation n'apprend qu'à l'autre personne à mieux se cacher. Les tribunaux ne récompensent pas la douleur. Ils exigent des faits. Je suis sortie de ce bureau en me sentant plus lourde qu'à l'entrée. Mais j'en suis aussi sortie avec une règle.
Ne bougez pas tant que vous ne pouvez pas prouver. Cela signifiait faire semblant, sourire. Dormir à côté de quelqu'un qui était déjà parti, c'était la chose la plus solitaire que j'ai jamais faite. Mais c'était nécessaire. Daniel Reed est apparu un mardi après-midi. Je travaillais de la maison quand la sonnette a retenti. J'ai supposé que c'était une livraison. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait là avec un dossier sous le bras, début de la quarantaine, bien habillé, Hugh Calms. Il a demandé si j'étais Natalie Hart. Nous nous sommes assis dans un petit diner à quelques pâtés de maison. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Ma femme voit votre mari. L'entendre à voix haute était différent de le voir de mes propres yeux. La vérité atterrissait plus lourde, plus définitive. Daniel m'a dit que sa femme s'appelait Brooke Lancaster. Il a dit que l'aventure avait commencé des mois auparavant. Nuits tardives, voyages de week-end, le même schéma que j'avais vécu, puis il a ouvert le dossier. À l'intérieur, des photographies. Eric et Brooke dans des restaurants, marchant ensemble, entrant dans un cinéma, se tenant proches dans un parking. Chaque photo était étiquetée avec une date et un lieu. Je l'ai reconnue immédiatement. Le manteau couleur vin, la même femme du café. Daniel a expliqué qu'il avait engagé un professionnel après que ses soupçons étaient devenus impossibles à ignorer. Il avait tout documenté méthodiquement. Pas d'émotion, juste des enregistrements. Il n'a pas jubilé, il n'a pas insulté mon mari. Il parlait comme quelqu'un qui avait déjà pleuré seul et dépassé le choc. J'ai ressenti deux émotions à la fois, du soulagement et du chagrin. Soulagement parce que je n'imaginais pas, chagrin parce que c'était réel. Daniel a poussé une clé USB à travers la table. Vous en aurez besoin si vous décidez de vous protéger. A-t-il dit? Je lui ai demandé pourquoi il m'aidait. Parce que nous sommes dans la même position? A-t-il répondu? Et personne ne devrait traverser cela à l'aveugle. Avant de partir, il m'a donné son numéro. Il m'a dit d'appeler si j'avais besoin de clarifications sur les fichiers alors que nous nous levions pour partir. Il a fait une pause. Je vous recontacterai. A-t-il dit, il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter. 3 jours plus tard, il a appelé. Cette fois, sa voix était plus délibérée. Il a dit qu'il avait un plan. Nous nous sommes revus au même café de River North. Daniel était déjà là quand je suis arrivée. Il ne s'est pas levé pour me saluer. Il a attendu que je m'asseye. C'est seulement alors qu'il a tendu la main sous la table et a soulevé une mallette noire rigide sur la chaise vide à côté de lui. Le bruit qu'elle a fait en touchant le sol était sourd et lourd. Il ne l'a pas ouverte tout de suite. Avant de vous montrer cela, a dit Daniel, je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas à propos de la vengeance, c'est à propos du timing. Puis, il a ouvert la mallette. À l'intérieur, des piles de billets bien attachés. Je n'avais pas besoin de les compter pour savoir que c'était une grosse somme. Mon souffle s'est coupé malgré moi. Daniel m'a regardé droit dans les yeux. Je vous demande de ne pas demander le divorce tout de suite. Ma première réaction a été la colère. Cela semblait mal. Cela semblait comme être acheté. Je lui ai dit immédiatement que je n'étais pas à vendre. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. « Je sais », a-t-il dit. C'est pourquoi ce n'est pas un pot de vin. C'est une compensation pour l'endurance. Il a expliqué lentement. Si je demandais maintenant, Eric paniquerait. La panique atteindrait Brooke. Ils couperaient le contact, détruiraient les preuves, réécriraient leur histoire. Ce qui semblait clair maintenant deviendrait flou au tribunal. Attendre ferait l'inverse. Les schémas s'approfondiraient. Les preuves se multiplieraient. Les excuses disparaîtraient. Daniel m'a dit qu'il prévoyait d'attendre encore 3 mois. Pendant ce temps, il continuerait à tout documenter légalement et soigneusement. Il m'a demandé de faire une seule chose, ne pas bouger en premier. Pas de message émotionnel, pas de confrontation, pas de changement soudain, seulement un comportement normal et des informations déjà existantes, des faits seulement. Je lui ai demandé pourquoi il avait besoin de moi spécifiquement. Parce que si vous bougez en premier, votre mari avertira ma femme, a-t-il dit, et tout ce que j'ai construit s'effondrera. Le poids de cela s'est posé sur moi. Nos situations étaient liées. Un faux pas de l'un ou l'autre protégerait les gens qui nous avaient trahis. J'ai fixé la mallette à nouveau. 3 mois semblaient insoutenables. Vivre dans la même maison, agir normalement. Porte cette connaissance seule. Daniel a fermé la mallette et l'a poussée vers moi. Cet argent n'achète pas votre silence. A-t-il dit, il vous achète de l'espace, du temps pour penser clairement au lieu de réagir sous la douleur. Je ne l'ai pas touché pendant un long moment. Puis j'ai hoché la tête. J'ai accepté d'attendre, pas à cause de l'argent, mais parce que je voulais mettre fin à cela de la bonne façon, avec des preuves plutôt que de la rage, avec de la dignité plutôt que du chaos. J'ai porté la mallette à la maison ce jour-là, sentant son poids dans mes mains. Pas le poids de l'argent, le poids d'une décision qui changerait tout. Les semaines suivantes ont exigé une discipline que je ne savais pas avoir. Rien dans ma routine n'a changé. Je faisais toujours le petit déjeuner.
Je posais toujours des questions neutres. Je souhaitais toujours une bonne journée à Eric. De l'extérieur, notre mariage semblait intact. À l'intérieur, je documentais. Daniel et moi avions convenu de règles strictes. Pas de messages émotionnels, pas d'opinion, seulement des faits, des dates, des heures, des lieux, si cela ne pouvait pas être prouvé. Ce n'était pas partagé. Quand Eric disait d'avoir des réunions tardives, Daniel confirmait que Brooke quittait son bureau au même moment. Quand Eric disait voyager pour le travail, Daniel vérifiait discrètement les vols. Les schémas commençaient à se chevaucher trop parfaitement pour être une coïncidence. J'ai trouvé le bail du condo par accident en cherchant une facture d'utilité. Evanston, 2 chambres. Eric était le seul signataire. Le bail datait de semaines avant son excuse sur le stress au travail. J'ai pris des photos de chaque page et remis les documents exactement où ils étaient. Daniel m'a dit que j'avais bien fait. Les preuves ne comptent que quand elles sont propres. Pas de scène, pas d'accusation, pas d'empreinte numérique qui pourrait être contestée. Nous le traitions comme un audit. Chaque réunion était consignée, chaque nuitée était enregistrée, chaque lieu partagé renforçait le dossier. Eric est devenu plus détendu à la maison. Sa garde s'est abaissée. Il croyait avoir réussi à diviser sa vie en compartiments séparés. C'est l'erreur que font les gens quand ils mentent assez longtemps. Ils commencent à croire qu'ils contrôlent tout. Un soir, il a mentionné un court voyage d'affaires en Floride. À Tampa, 3 jours. J'ai souri et lui ai dit d'avoir un bon vol. Daniel a confirmé que Brooke avait réservé les mêmes dates. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est choisi. Parfois, le silence est une préparation, et la préparation est un pouvoir. Au moment où Eric est revenu de ce voyage, je n'attendais plus de preuves. Je les organisais. Ce qui suivrait mettrait fin à tout, pas bruyamment, pas émotionnellement, mais complètement. Eric est revenu de Floride détendu et imprudent. Il a apporté un petit cadeau de l'aéroport et a dit que les réunions avaient été épuisantes. Je l'ai remercié et posé la boîte sur le comptoir. Mon visage n'a pas changé. À l'intérieur, je savais déjà où il avait séjourné et qui avait dormi à ses côtés. Daniel avait tout sécurisé. Heure d'entrée à l'hôtel. Repas partagé. Photos d'eux marchant ensemble comme un couple sans rien à cacher. Ce n'était plus juste une aventure, c'était un schéma de vie partagé. Une semaine plus tard, Eric m'a dit quelque chose de nouveau. Il a dit que le trajet le fatiguait, que cela pourrait avoir du sens de louer un petit endroit plus près du travail pendant la semaine. Il l'a dit prudemment. En observant ma réaction, j'ai hoché la tête et lui ai dit de faire ce qu'il pensait être le mieux. Cette décision a ouvert la porte finale. Daniel a confirmé que Brooke avait emménagé dans le même condo. Le journal de parking montrait les 2 voitures la nuit. Des achats d'épicerie apparaissaient les jours partagés. Les comptes d'utilités étaient activés. Ils ne se cachaient plus. Ils vivaient ensemble. Cela comptait. La cohabitation enlève les excuses. Elle enlève la confusion. Elle transforme une histoire en fait. Nous avons choisi un lundi matin, 10 heures. Les 2 avocats prêts, les 2 dossiers déposés à quelques minutes d'intervalle, pas d'avertissement, pas de confrontation. Le mercredi, les papiers étaient servis. Eric m'a appelé en panique, demandant où j'étais. Il s'est précipité à la maison tenant des documents tamponnés avec des mains tremblantes. Sa voix était forte, mais ses yeux étaient vides. Je lui ai dit calmement que je savais tout, que j'avais des photos, des dates, des enregistrements, des preuves du condo, des preuves du voyage, des preuves de la vie qu'il avait construite en prétendant que la nôtre était intacte. Il a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Quand je lui ai dit que le mari de Brooke avait déposé le même jour, son visage s'est effondré. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Pas le silence de l'évitement, le silence de l'exposition. Pour la première fois en des mois, la vérité n'avait plus nulle part où se cacher. Et j'ai enfin dormi. Les semaines suivantes ont été calmes et procédurales. Eric a essayé de négocier. Son avocat a contacté avec des chiffres qui semblaient raisonnables en surface, mais ignoraient la responsabilité. Daniel m'a dit que Brooke avait fait de même. Ils voulaient tous les deux que l'histoire se termine rapidement et discrètement. Nous avons refusé. Quand les gens sont pris, ils veulent souvent le pardon sans responsabilité. Le tribunal ne fonctionne pas comme ça. Les audiences n'étaient pas dramatiques. Pas de discours, pas de cris, juste des documents examinés un par un. Photos, chronologies, dossiers financiers, contrats de bail, journaux d'entrée. Les preuves ne haussent pas la voix. Elles existent simplement. Quand des excuses étaient offertes, elles s'effondraient sous les horodatage. Quand la faute était reportée, elles contredisaient les documents signés. Le juge n'a pas commenté les émotions. Il a commenté les faits. Le jugement est venu des semaines plus tard.
le mariage a été dissous avec la responsabilité clairement assignée. La division des biens reflétait cette responsabilité. Des dommages ont été accordés non comme punition, mais comme reconnaissance du préjudice. Eric a déménagé peu après. Il a fait ses bagages calmement. Il s'est excusé une fois. J'ai accepté les excuses sans rouvrir le passé. La fermeture ne nécessite pas de réconciliation. Daniel a obtenu un résultat similaire. Nous avons parlé brièvement après que tout a été finalisé. Il n'y avait pas de célébration, seulement du soulagement. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point ma maison semblait légère. Une fois que la vérité l'avait traversée, j'ai repeint les murs, ouvert les fenêtres, repris la table de la cuisine où je travaillais et m'inquiétais en même temps. J'ai recommencé à dormir toute la nuit. Avec le recul, il y a des choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise plus tôt. Faites confiance au schéma plus qu'aux mots. Ne confrontez pas quand vous êtes confuse. Confrontiez quand vous êtes préparé. Protégez vos finances, vos documents et votre système de soutien discrètement et tôt. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est intentionnel. Attendre ne signifie pas accepter. Cela signifie choisir le moment qui vous protège. Cette histoire n'est pas à propos de la vengeance. C'est à propos du respect de soi soutenu par des preuves. Je n'ai pas gagné parce que j'ai gagné parce que j'ai attendu avec un but. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que la patience peut être puissante. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Confrontiez-vous immédiatement ou collecteriez-vous des preuves d'abord? Abonnez-vous à The Art of Revenge pour plus d'histoires sur la force tranquille, les conséquences réelles et recommencer avec clarté. Fletcher. Ooh, why am I so framey? Frames are framing. Something about this village. There he is. Y'all fucking in here? Am I... Sorry, should I... Am I allowed... Oh! Huh. What's going on? What are you guys doing? Why are you... Oh, are you tired of trading? Do you not want to trade with me anymore? I can just buy a bow. I know someone's going to be very upset that I'm just buying a bow, but look. When needs must. Okay. Okay. Now we're cooking with gasoline. Get out, idiot. Oh, and congratulations on your 5-stream streak, Cam. Great work. Great success. The sun is like all the way down, dude. Let me sleep. Let me sleep. Yes. Akela. Hope you guys are getting excited for some cool 360 no scope action. Coming live from me to you. Oh, this is gonna be crazy. Do a backflip? Don't tempt me. I'll bloody do it. Alright, you... Get ready. And do it from my cool staircase of coolness. This should be good enough, right? Lead up. Oh, lead way up. I don't know where that one went. How about that action? Okay. Ooh, too much. Too little. Oh! Buffeted by the breeze. Too much? No?
Come on. Am I not 50 blocks away? Yeah, don't worry about all that. That's fine. That's fine. That's intended. Allegedly, I guess I was not 50 blocks away. That's fine. I can do it from further away. Alright, how about this action? This has got to be 50. I eat my hat. If it's not. I have no frame of reference of where that went. Good question, actually. Would it be under adventure? From at least 30 meters. 30 meters. I assume a meter is a block, yes? Maybe I'll count it out.